D'ailleurs, on peut commencer par ça parce que Benjamin, tu viens de faire un café pour Thomas. Ouais, essayez de faire un café. T'as essayé de faire un café pour Thomas. Alors Thomas, La grosse pression, la méga grosse pression. non, c'est pas sur une vrai. note de 1 à 10, sur Oui, une c'est échelle ça. de 1 à 10. C'est combien? Ouais. Et non, mais non. Parce que c'est du bon café, je pense. Profite de ton café. Bah, c'est du or. C'est du hors coffee. Ouais. Ah oui, je connais. Mais par contre, je vais pas le boire tout de suite vu qu'il vient d'être fait, parce qu'en fait, je suis un peu sensible à la chaleur, et au-delà de ça, tous les cafés filtres, je les bois toujours tièdes. Voilà, je vais tout de suite faire le geek. Mais en gros, les espressos, quand ils tiédissent, ils deviennent un peu aigres. Mais les cafés filtres, en fait, quand ils tiédissent, ils révèlent vraiment tout leur potentiel. Ils deviennent un peu comme une limonade tiède. Et tu profites plus de l'acidité qui est recherchée, contrairement à l'amertume. Et donc l'acidité, c'est la fraîcheur. Et en fait, si tu compares avec un soda, tu vois, à température ambiante, il est un peu pas rafraîchissant en été. Quand il sort du frigo, il est méga rafraîchissant. Et en fait, ta bouche, elle perçoit que des goûts basiques, hein, en fait, pas grand-chose, 5 goûts basiques. Mais elle perçoit, dont l'acidité. Et en fait, elle l'aperçoit mieux à des températures moins élevées. Donc les filtres, en fait, c'est un truc de dingue parce qu'on les boit trop chaud en général. Alors que quand tu laisses tiédir, c'est là que ils te donnent tout leur potentiel de dingue, quoi. Ok. Ok. Et est-ce que du coup, s'ils sont froids, ils ont encore plus de goût que tièdes ou Alors, pas je vais pas dire forcément? qu'ils ont encore plus de goût, c'est que ta bouche perçoit d'autres choses. Ok, d'accord. Donc c'est un peu différent. C'est pas qu'ils se développent, c'est plutôt ta bouche qui perçoit des nouvelles choses. Ok. Et donc oui, clairement, moi, à température du corps, en fait, c'est là que je les préfère. Ok. Genre ce matin, je me lève, je fais mon café, je le laisse dans la carafe, je prends ma douche, je m'apprête, je reviens et puis je le bois en petit déjeunant. Ok. Ouais. Ok, bah voilà. Premier coffee tips. Ouais, là où nous on est vraiment de la team, on adore se brûler avec le café. Oui, nous on est de la team brûlure, ouais. Ouais. Ah ouais. Ah, moi pas trop, moi. Moi pas trop. Et, Ben, la team brûlure, c'est en fait moi j'ai découvert le café de spécialité à New York. Je buvais pas de café, c'est il y a 5 ans. Par contre, à New York, c'est un peu l'histoire classique, mais je voulais être avec mon paper cup dans la rue pour faire comme dans les séries, parce que c'est trop cool d'être à New York avec un paper cup en rue. Et j'étais à Brooklyn, à une station de métro où j'ai habité pendant 2 ans d'ailleurs récemment. J'étais en face d'un Blue Bottle, mais je connaissais rien. Donc pour moi, Blue Bottle, je savais pas ce que c'était. C'est la plus grande chaîne de café de spécialité aux États-Unis, on va dire. Et là, c'était un tout petit, et en fait, chaque fois, je sortais, boum, j'allais chercher un cappuccino. Et en fait, sans chercher à comprendre, tous les jours, j'avais le même cappuccino, quoi. Une mousse de lait de dingue, du latte art. Bon, je trouvais ça méga kitsch, mais je comprenais pas très bien ce que c'était. Donc, texture du lait onctueuse, le goût du café super moelleux, l'arrière-goût très bon, parce que le lait ne pardonne pas tout, hein. Un café dégueulasse, même avec du lait, l'arrière-goût est franchement pas agréable. Et surtout la température. Donc, team brûlure, je compatis. Et donc, tous les jours, je pouvais boire ce café chaud, mais directement. Et donc pas couvercle par couvercle, sur le t-shirt, aïe, je me brûle le bout de la langue, je sais pas comment faire. Là, en fait, non. Et ça fait vraiment partie d'une des compétences des baristas, c'est de maîtriser la température pour que le produit soit, tu vois, buvable directement, en fait. Ok. Et pour d'autres raisons aussi, pour pas brûler les sucres du lait, le lactose que tu développes et tout ça, que tu casses, mais voilà, donc la température dans le café, elle est importante et il y a moyen de jouer avec différents paramètres et de les maîtriser pour une meilleure expérience sensorielle. Ok. Et Bah, bim. Et ça, voilà. c'est une intro, hein. Ça, c'est une Ah, intro. ça, donc là, on se chauffe. En fait. On se chauffe doucement. Ouais, parce que moi du coup j'ai 1000 questions qui Là, sortent c'est de là déjà. l'échauffement. Attendez, avant toutes ces questions, il va falloir qu'on se dise, bonjour. Déjà qu'on dise Bonjour. bonjour, ouais. Merci. Oui, bonjour. Merci à tout le monde d'être là, ici autour de la table déjà, et puis autour des écouteurs, les gens chez eux, hein, dans Internet. Nous sommes Benjamin, Maureen et Damien de Amour, Gloire et Chips. Pierre est pas là. Voilà. Et on reçoit Thomas aujourd'hui. Coucou. Voilà, spécialiste du café comme vous l'aurez entendu. Hein, on a déjà eu 2 tips sur la chaleur et voilà. Plus que des tips, en fait. Ouais, C'était c'est presque un carrément mini des cours. C'est ça. Et voilà, et on va passer en revue Thomas, ta vie, ton œuvre, parce qu'on se connaît depuis quand même assez longtemps, et même Ouais. de tes vies précédentes. Ouais, c'est vrai. Et donc Trop bien. voilà, on va passer en revue un peu tout ça. Et sinon, la question de base, vu qu'on est lundi, en plus ça tombe bien, ça a été vos week-ends, les gars? Yes. Ouais. Oui. Vous avez pas un truc Moi, j'ai fini une série de dingue. Ah, Mais j'en parlerai après. t'en peut-être. parleras après. J'en parlerai à la Ah, fin, comme ça, je vous dis super. la meilleure série du monde. Je sais qu'on peut pas dire ça, qu'il y a Ah ouais. des trucs les meilleurs du monde, mais là, je crois que c'est la meilleure série du monde. Ok. je suis super chaud. Ah, j'ai j'ai commencé trop une envie série de après savoir. un long blackout Netflix, mais là, j'ai Ben. une série aussi qui me captive. Ok, vivement dans 1 heure. Ouais.
Ok. Et toi, Thomas, ton week-end, c'était Ben moi, mon week-end, c'était bien. J'ai fait un coffee tour samedi, Ouais. Uptown. tu nous en Saint-Gilles. parleras tout à l'heure. Et dimanche, j'ai fait un vrai dimanche pépère. Mais je crois que ça faisait 15 ans que j'avais pas fait un dimanche grasse mat. Ah, trop bien. Genre Bien. 15 ans, quoi. Ouais. Donc, grasse mat, série, bouffe, cake, machin, chez un pote, revenir, resérie. Re-sieste. Ouais, grosse sieste, voilà. Ok, très bien, parfait. Ouais, c'est un bon Ça, c'est week-end. génial. Et Maureen, toi, Moi, j'ai fait un week-end montage podcast, insomnie, Ah ouais. migraine, mais productivité, Ah bah voilà. malgré tout. Ok. Les ups and downs. Ouais, voilà, c'est ça. Et toi, Damien? Moi, j'ai fait quoi? Moi, j'ai monté un petit teaser de podcast qui est le bonus en fait qui est juste avant cet épisode-ci. Donc les gens l'ont déjà entendu. Un petit bonus sur Amour Papier. On en parlera. Et sinon, j'ai fait quoi? J'ai écrit. Je vais écrire un petit truc. Alors j'ai écrit un petit truc. Super. Voilà. Des bons week-ends. C'est ça. Différents, mais bons week-ends. Week-end, ouais, plutôt chill. Donc voilà, c'est très bien. Alors, est-ce que tu as répondu par rapport au goût du café de Benjamin? Benjamin, non, Benjamin, On ne sait Damien, toujours il veut pas s'il vraiment est savoir si bon mon ce café café est bon. ou pas. Ouais, ben en fait, ce café, il est bon. Ah, sens Yes. où- voilà. Bravo Benjamin. Ouais. Bon, je vais faire un peu mon. Il est simplement un petit peu sec sur la langue, tu Ouais. vois. En anglais, on dit dry. Oui, je fais mon Jean-Claude Van Damme Mais souvent. c'est Non, mais Mais c'est parce que ma langue du café, j'ai été formé en anglais en fait. Donc je cherche toujours les traductions françaises dans les bouquins, la littérature française sur le café. Et c'est très marrant de voir que certains mots sont pas traduits de la même manière en fonction de qui les traduit. Mais donc c'est le côté un peu dry, donc un peu astringent. Il a un peu de ça, mais en termes par exemple il est pas très acide, ça c'est sûr. Mais il est assez clair et puis il est pas méga amer. Il y a une touche d'amertume, tu vois. C'est comme si ça a mis une touche de sel dans ta mousse au chocolat. C'est de cet ordre-là. C'est pas très présent, mais il est un peu sec en bouche. Mais c'est normal. Il y a probablement moyen d'améliorer des paramètres. Mais on n'est pas tous les jours en compétition. Donc moi, un café comme ça, on me le fait le matin, mais je suis 10 000 fois plus heureux que un café méga amer qui est juste pas bon à boire. Donc là, t'es content, quoi. Ouais, je suis super content. Merci, Ça Benjamin. va. Mais raconte-nous un peu, peut-être, comment t'en es arrivé là à devenir ce spécialiste du café que t'es maintenant. Oula. Peut-être sans, ou brièvement passer sur, justement, comme on disait au début, le fait qu'on se connaisse de l'époque de quand on était graphistes tous les deux, tout ça, Yes. et de l'association qu'on a. We are graphic c'est designer. vrai, qui est toujours en ligne. J'ai déjà- recommandé à des gens récemment. Quoi. Déjà à l'époque, Fierté. on voulait défendre les graphistes, et puis Ouais, c'est après, vrai. donc l'association existe toujours, mais maintenant t'as failli rentrer dans l'association pour défendre les spécialités, les Ouais. specialty coffee. Ouais. Et puis nous, on a monté une association pour défendre les musiciens. Donc voilà, comme ça, on est resté Yes. des défenseurs dans nos activités Bah, je crois respectives. que quand on a ça en nous, on ne peut pas, peu importe le secteur. Et mais donc voilà, donc après le graphisme tout ça, donc t'es parti à New York et c'est là que ça a démarré, c'est ça un peu l'histoire. Déjà non, avant. disons que je faisais du graphisme, donc j'avais co-créé Code Frisco, qui était un petit studio de graphisme qui existe toujours. Donc mon ancienne associée, elle continue le boulot. Et c'est vrai que moi j'étais un peu en fait j'ai jamais moi, j'ai pas été formé au graphisme. J'ai étudié la sérigraphie à la Cambre et en fait, avant ça, j'étais en maths physique à l'école. Je suis arrivé dans les études artistiques par fainéantise, donc j'ai terminé en décrochage scolaire total. J'ai passé ma réto parce qu'il y avait des grosses grèves à l'époque, donc ils ont donné le diplôme à tout le monde. J'avais 24% en maths, donc j'étais bon pour tripler, je pense. Et après ça, je dis ok, je veux pas aller à l'univ, j'aime pas étudier, j'ai pas envie de taper un syllabus. Et j'ai un de mes frères qui m'a dit ah mais il fallait en école d'art, tu vas trop t'amuser. Donc lui, il avait fait la Cambre en dessin, il m'a dit viens, on va visiter. Donc on a visité. J'ai fait 6 ans parce que j'ai en plus raté une année en sérigraphie, il faut le faire. Et ensuite, après avoir eu mon diplôme de sérigraphie, je me suis dit, j'ai deux potentiels. Soit tu es artiste, mais je ne suis pas artiste. J'ai pas un truc à dire en fait. Je pense que je suis créatif, mais pas artiste. Ou alors je vais imprimer à Charleroi dans un zoning industriel les plaques pour la caisse à l'entrée du Deleuze ou des t-shirts, voilà. Donc chose qui ne me réjouissait pas. Et donc je suis arrivé par hasard dans le graphisme. Et en fait, tout ça pour dire que ce qui me caractérise professionnellement, c'est plutôt d'harmoniser, donc de découvrir quelque chose qui me rend curieux, de creuser super fort le sujet,
partager mon enthousiasme autour de moi, d'harmoniser les gens autour de cette passion. Et en fait, quand j'arrive au bout du truc, pouf, le plomb saute et je passe à autre chose. Et donc le graphisme, en fait, c'est ça qui s'est passé, c'est que j'ai fait ça pendant 8-9 ans. Et les 2 dernières années, j'atterrissais en douceur, mais sans comprendre que je fonctionnais comme ça. Donc j'étais pas en burn-out, mais j'étais en board-in, donc c'est un peu l'inverse, mais je ne trouvais plus le sens dans ma pratique. Et le café est arrivé à ce moment-là, par hasard, mais au bon moment finalement. Et donc c'est là que donc je buvais pas du tout de café. En fait, j'aimais pas le café. C'était vraiment un truc qui me rendait curieux parce que l'odeur des torréfactions, j'ai toujours aimé ça, l'odeur du café moulu. Mais par contre, chaque fois que je buvais du café quelque part, tu sais, quand tu fais la route, tu t'arrêtes au bord de l'autoroute ou que tu vas dans un resto, j'ai jamais compris qu'il pouvait y avoir des différences dans les cafés. Pour moi, le café, c'était juste le café. C'est un truc de dingue, mais voilà, j'ai jamais. Et donc, c'était toujours un truc c'était toujours mauvais en bouche, quoi. Tu vois, t'en as un, mais tu mets un peu de sucre et du lait, puis t'as quand même une mauvaise haleine après, ou ça te fait un peu mal au ventre. Toujours un peu. Donc, j'ai jamais trouvé un truc qui m'a fait aimer le café. Et puis à New York, voilà, j'ai découvert ça. Je me suis dit, ok, ben là, en 5 mois, en fait, j'ai quitté Code Frisco et j'ai commencé à bosser comme barista. Donc j'ai bossé 1 an, mi-temps, barista, communication pour une boîte ici à Bruxelles. Donc j'ai vraiment fait mes armes en fait sur le métier. Et puis après 1 an, en fait, moi j'avais suivi une formation au tout début chez Or Coffee près de Gand. Et c'est eux qui m'ont foutu la pêche. Donc c'était Catherine qui m'avait formé. Et en fait, je me suis dit, mais la meuf, c'est une tueuse. Et en fait, j'ai envie de travailler chez eux, j'ai envie de travailler avec elle. Enfin, tu vois, il y a le côté humain en plus du côté geek. Et donc je leur ai dit, oui, les gars, je voudrais travailler avec vous. Mais je pense que tout le monde doit leur dire ça tout le temps, quoi. Et il n'y a pas d'opportunité chez eux. C'est une boîte néerlandophone à la base, super francophile, mais il n'y avait pas d'opportunité chez eux, voilà, pour l'instant. Donc j'ai fait 1 an comme ça, et puis après 1 an, il y a une opportunité chez eux. Et donc là, j'ai été engagé, et pendant 2 ans, je me suis occupé de la vente, mais surtout aussi de la formation. Donc c'est un peu pour moi la boucle est bouclée, vu que j'ai commencé à donner le cours qui m'avait fait rentrer dans l'industrie par la boîte qui me l'avait donné, quoi. Donc j'étais un peu genre, waouh, ok, cool. Donc ça a duré 2 ans, et puis mon copain de l'époque, il avait déjà bougé aux États-Unis, en fait, 1 an et demi avant. Donc on était un peu back and forth entre les deux. Et à l'époque, il m'avait dit, viens à New York. Et je lui ai dit, non, c'est impossible en ayant 1 an d'expérience barista. Mais moi, je vais me faire manger. J'ai pas, en plus, ça va, j'ai pas 22 ans. Enfin, tu vois, je veux dire, j'ai pas la niaque de 22 ans et j'ai pas envie d'arriver avec 0 expérience à New York dans l'industrie du café. Mais c'est genre du suicide, quoi. Donc j'ai dit, là je viens de décrocher le job de mes rêves, désolé, je vais rester, quoi. Donc on a vécu un peu comme ça en off 1 an et demi. Et puis à un moment donné, il m'a dit, écoute, je crois que je vais rentrer. Et je dis, hop. Et donc, là, je suis prêt, je viens. Ouais, exactement. Et donc là, j'ai fait mon visa de travail. J'ai fait mon O1, qui est quand même le visa je dirais le plus dur à obtenir, surtout que je l'ai pas fait pour être engagé par une société. Je l'ai fait pour être libre de travailler pour qui je voulais. Et donc j'ai dû récolter 60 coupures de presse qui montraient que j'étais le meilleur dans l'industrie, 8 lettres de recommandation de fou par des sommités, dont une qui a été refusée dans mon dossier, qui a été écrite par le champion du monde barista, donc champion américain et champion du monde, qui est le formateur officiel au Japon et aux États-Unis de Blue Bottle, tu vois, qui me recommande chaudement comme étant un expert dans le café, alors que bon, on connaît les lettres de recommandation, j'étais hyper gêné, tu vois. Ah non, ça a été refusé par, tu vois, voilà, donc j'étais un peu genre, ok, mais qu'est-ce qu'il me faut? Donc bref, galère comme ça, 6 mois pour faire le visa. Puis j'ai eu mon visa et là j'ai été bosser 2 ans où j'ai créé une boîte de café de spécialité pour une grosse torréfaction et là je me suis occupé, je peux pas m'en empêcher, de la com, branding évidemment. J'étais super fier du branding que j'avais fait et c'était pour quelle marque? C'était enfin, tu peux le dire. C'est un gros torréfacteur qui s'appelle Coperaco et en fait pour eux j'ai créé une marque qui s'appelle Saison, mais ils l'ont mis en stand-by vu aussi tout ce qui se passe maintenant. Et ensuite après j'ai travaillé pour un gros groupe où là j'étais expert. En fait,
je créais des boissons. Alors c'est ça le truc marrant, sans café. Donc je devais analyser toutes les tendances santé du marché américain, qui est probablement un des marchés les plus compétitifs au monde, et créer des boissons, toutes les boissons du menu. Donc c'était assez fun. Donc j'avais créé des lemon meringue latte, black sesame latte, parce qu'en fait le charbon c'est pas très bon, mais il y a une tendance des charcoal latte que je déconseille à tout le monde. Mais donc on peut le faire avec du sésame noir. En fait ça donne bien. Donc je me suis retrouvé en fait à designer des boissons. J'ai jamais cru que je ferais ça dans ma vie, mais surtout à conseiller sur les formations, le matériel, designer les programmes de formation, aider au niveau de la torréfaction, du sourcing. En fait, moi, je peux vraiment me mettre sur tous les maillons de la chaîne, et c'est ce que j'essaie de développer ici en Belgique, c'est aussi l'expertise pour des plus grosses boîtes dans l'Horeca ou des petites. Je le fais pour des restos de 2 personnes à Saint-Gilles aussi, mais toute personne désireuse d'augmenter ou d'améliorer son offre à tous les niveaux, donc au niveau du produit, au niveau de l'équipement et au niveau de la formation. En fait, je suis là pour ça, quoi. C'est vraiment ma mission. Ouais. Je sais plus de quoi en parler. Donc c'était ton parcours. C'était ton parcours, mais... Et donc j'ai fait ça 2 ans. Ah ouais. Et alors le truc, c'est que après 2 ans à New York, donc c'était vraiment mon rêve d'aller vivre à New York, en fait. Je crois que c'est le rêve de beaucoup de gens. Le mirage du rêve américain. Et donc New York, je regrette rien, c'est une ville géniale. J'ai pris tout ce qu'il y avait à apprendre, mais elle m'a aussi pris tout ce qu'il y avait à apprendre. En fait, New York, c'est vraiment the best kept secret de tous les New-Yorkais. C'est que le jour où j'ai décidé de quitter New York, parce qu'en fait, je devais choisir entre travailler pour de l'argent, mais devoir mettre mes valeurs de côté, ou avoir des valeurs et devenir travailleur pauvre à New York dans cette industrie, vu que ceux qui font du bon boulot, ils ont pas assez d'argent clairement pour payer, pour vivre décemment, parce que tout coûte cher, l'assurance santé, le système, les logements, tout. Et donc je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais ici en fait? Parce que voilà, j'ai vécu ici, j'ai adoré, j'ai fait mes cours de voguing, puis voilà. Et donc je me suis dit bon, j'ai travaillé pour des grosses boîtes, Living the Life, j'ai vu, ça m'a donné confiance en moi. J'ai effectivement fait des deals de dingue pour des super grosses boîtes, opportunités que je n'aurais probablement pas avant un bon bout de temps ici, parce qu'il faut plutôt un vieux costard avec épaulettes trop grand pour être crédible, et c'est pas trop mon look. Mais là aux États-Unis, on te donne cette chance-là, donc j'ai fait des deals de dingue pour les sociétés pour lesquelles je bossais. Et mais je me suis dit, je pouvais pas, associer valeur et une vie décente. Je parle pas de m'acheter des grosses décapotables, de malin. Donc je suis revenu à Bruxelles il y a 1 an et chez Or pendant 6 mois. Et puis j'ai été remercié à cause du Covid, gentiment, fin avril, en plein lockdown. Et donc là, en fait, émotionnellement, ça a été très compliqué parce que effectivement, j'étais un peu sur des rails, dans une forme de routine. Je m'attendais pas du tout à être remercié et j'ai pas de problème. En fait, je m'entends toujours très bien avec Or, mais du coup, j'ai dû rapidement me reconsidérer et trouver une opportunité. En fait, donc voilà, j'ai réfléchi à des projets de fonds. 2-3 projets de fonds que j'avais en tête, mais qui sont très compliqués à mettre en place, et je me sens pas apte à les faire seul. En fait, moi, j'ai les idées, mais l'aspect business, gestion de boîte, tableau Excel, finance et machin, je suis nul. Donc voilà, si quelqu'un nous écoute et qu'il a ses compétences et qu'il est cool, qu'il me contacte, parce que j'ai des projets de bombes atomiques. Mais moi, je crois que Benjamin et Maureen sont des spécialistes d'Excel. Je veux dire, j'adore les tableaux. moi, je suis plus numbers, mais c'est pareil. Voilà, moi, je déteste ça. Mais surtout, en fait, j'ai repris OK Coffee, qui était plutôt un OK Coffee Tips. OK Coffee Tips, ouais, qui était un peu en fait, qui est une plateforme que j'avais créée quand j'ai commencé dans le café. Et en fait, c'est quelque chose que je fais intuitivement. Même chose, il n'y a pas réalisé, pour créer du contact et du réseau très rapidement. Parce qu'en fait, j'ai ce truc dès que j'arrive quelque part, c'est me dire, il faut que j'aille vite pour quand même avoir un peu de crédibilité. Et donc, j'avais créé cette plateforme où j'ai publié des interviews des gens que je rencontrais, et ça me permettait en voyageant de pas être sur le coin à une table à boire mon espresso et à dire coucou, c'est cool, je peux faire une photo, ou je sais pas, je voudrais vous parler, mais en fait je sais pas quoi dire. Là j'avais une excuse de dire au fait j'ai ce petit blog, je peux pas faire une photo, je t'envoie l'interview par email, et voilà. Et en fait pendant 4 ans j'utilisais ça, donc j'ai créé pas mal de réseaux qui m'a aidé à aller aux États-Unis aussi en fait. Et voilà. Et là en avril 2020 je me suis dit ok, maintenant il faut qu'on y aille. Pendant le confinement j'avais fait des lives où je faisais du café chez les gens avec eux. Donc en fait je leur envoyais. Chez toi. C'est vu que c'était virtuellement. Oui, c'est ça. En non présentiel. Oui. Donc je leur envoyais en fait des samples de café. Ah oui, d'accord, ok. Et ensuite, avec le matériel qu'ils avaient à la maison, donc on a fait du cold brew filtré au torchon, on a fait des bialetti, on a tout fait, en fait, tout ce que
Moi, ma mission, c'est pas de m'adresser aux coffee geeks, parce qu'il y en a déjà assez là-dedans. C'est vraiment d'amener les gens sur une nouvelle dimension du café qu'ils ne connaissent pas quand ils connaissent rien au café. C'est ça, c'est comme ça que je suis tombée sur toi. C'était en voyant le live que tu avais fait avec Elisabeth de Bourse. Ah, cool. Voilà. Ok. Ah oui, mais c'était super. Ben ouais, et en fait, j'ai fait ça avec plein de gens. J'ai fait ça aussi avec Pascal de Valkener du Chalet de la Forêt, qui est quand même un chef étoilé. On a fait du cold brew avec les herbes du jardin. Et puis, j'ai fait ça avec mon voisin de palier. Donc, j'ai vraiment fait ça avec plein de gens, en fait, et ça a super bien fonctionné. Et puis voilà. Donc, je me suis dit, ok, maintenant, il faut que j'arrive à un peu être la voix du café de spécialité. Moi, je suis mal à l'aise avec le côté expert parce que je suis pas un champion. Tu vois, j'ai pas gagné des championnats, j'ai pas le palais le plus développé non plus. Mais par contre, j'ai cet aspect de partager mon enthousiasme et la communication. Et j'ai quand même ce truc qui m'arrache la bouche de pas pouvoir fermer ma bouche quand je vois qu'il y a des choses qui me plaisent pas en termes de pratique, même si je suis pas non plus le mec le plus militant de la Terre et qui maîtrise le sujet. Mais j'ai tendance à parler un peu vite et en tout cas à faire des choix et je les assume, mais je suis toujours ouvert à la conversation. Mais donc là, il était temps pour moi en fait de me positionner sur ce truc de me dire en Wallonie, en fait, il y a personne qui fait du café de spécialité. Il y a 2 endroits, hein, c'est Grand Maison à Liège et Mur à Huy. Il y a quelques food places qui ont du café décent de torréfacteur de spécialité, mais je ne connais pas. Maintenant, il y a un torréfacteur de spécialité qui vient d'apparaître, l'Abbé. Mais sinon, en dehors de ça, je ne connais pas de torréfacteur de spécialité en Wallonie. Ce qui est quand même un truc de dingue pour des raisons culturelles que j'ai expliquées au début. Alors qu'en Flandre, il y en a partout. Partout. Donc c'est ça, en fait, quand on parle de consommation et de culture du café, en fait, on en est là en Belgique. Et donc moi, mon idée, c'est de dire, voilà, on m'appelle expert ou comme on veut, mais en tout cas, je veux être la voix du café de spécialité en Belgique francophone. Parce que putain, il y a vraiment un truc à faire pour sauver la planète. Non, mais il y a vraiment un truc à faire à un moment donné. C'est voilà, en termes de qualité, de bonne pratique et de faire du bien dans le monde, en fait, vraiment bêtement avec ça. Mais ouais. Faites du bien, sauvez le monde, buvez du café. Mais oui, Ouais. mais c'est d'une certaine manière, c'est complètement fou de se dire qu'il y a aucun torréfacteur en Belgique francophone qui, Non, qui on paye sauve- des traditions et des histoires, mais pour l'instant, on paye pas du café de spécialité. Donc voilà, par exemple, moi j'ai une certification de formateur pour l'acier. Donc je suis ce qu'on appelle AST, Authorized SCA Trainer. pour former des torréfacteurs, enfin des Alors pas futurs des torréfacteurs, Ok. sur les métiers de barista et en particulier moi c'est sur le module d'introduction au café et dégustation, le module barista donc vraiment travail du moulin, de la machine, etc. Et les méthodes filtrées, les méthodes douces, donc tout ce qui est cône en céramique et compagnie et sciences de l'eau on va dire, etc. Mais en Belgique francophone on est 2. Voilà. À proposer à À avoir cette Ok, d'accord. certification. Et quand j'étais à New York, on était à New York City même, hein, donc on était 2 aussi. Truc de dingue. Hein. Et donc, par contre, en Flandre ici, on est plus quoi. Hein, mais voilà, c'est symptomatique. C'est-à-dire que on market bien, on fait beaucoup de business, mais en gros, vraiment, les gens qui creusent jusqu'au bout cette fameuse nouvelle vague, il y en a peu en Belgique francophone encore. pas C'est encore. Mais ouais, on en parlait tout à l'heure. Tu disais ça fait une trentaine d'années que les cafés de spécialité ont débarqué. Donc ça veut dire les années 90, 90 ça. Ouais, à peu près. ouais. Et c'est arrivé comment ça? Parce que donc on connaît enfin si on est là dans la 3e vague, c'est quoi les 2 précédentes? Parce qu'on ne connaît que la 3e finalement. Ouais, alors là, c'est C'est effectivement, j'entends toujours parler de ça, et moi, je sèche un peu là pour le coup. Je ne mets pas mon expertise. Ouais, honnêtement, je vais pas être un bon. Parce que moi, pour schématiser, j'ai toujours été enfin, j'ai eu l'impression que c'était genre vague 1, ben, le début du café, 1900 et tout ça. Vague 2, Starbucks. Ouais. Et vague 3. Alors Blue l'idée de Bottle. Starbucks, c'était, Ouais. en fait, l'idée de Starbucks, qui est un peu le fast-food du café, c'est d'avoir créé une communauté de gens qui étaient prêts à payer plus pour appartenir à quelque chose d'un petit peu snob, on va dire. C'est ça. C'est ça un peu l'idée derrière. Mais sans nécessairement la qualité du café. C'est compliqué. Voilà. On ne peut pas dire du mal de Starbucks. Hein. Mais en tout cas, moi, je rejette pas non plus les grandes boîtes parce que c'est par exemple quelque part grâce à eux que je suis arrivé dans l'industrie du café. Donc je pense qu'à différents échelons, chacun a un rôle à jouer. Ce qui est important, c'est de savoir en tout état de cause à qui on s'adresse de manière générale. Mais en tout cas, l'idée c'était de dire ok, il y a un autre monde et on peut payer plus cher. Ensuite, la 3e vague, c'est effectivement un peu l'idée de dire on parle de transparence, de filière courte.
Il y en a qui disent qu'on est déjà dans la 4e, la 5e ou la 6e vague. Le fait que les torréfacteurs font du commerce direct et soient dans les champs. Voilà, tout le monde n'est pas d'accord sur les vagues non plus. Mais en gros, effectivement, de manière générale, on dit qu'on est dans la 3e ou la 4e vague du café. C'est vrai que moi, je parle pas trop des vagues en soi parce que c'est un peu finalement aléatoire, même si on peut décortiquer ça. Mais disons que vraiment, voilà, le specialty coffee, il a vraiment été initié dans les années 90 avec de la recherche sur les degrés de torréfaction, sur les récoltes et sur la fermentation. Et puis tout ça a évolué en termes de pratique, en termes de transparence, en termes de, voilà, de plein de choses. Mais moi, je suis pas toujours à l'aise avec le côté commerce direct parce que il y a beaucoup maintenant de torréfacteurs qui font soi-disant du commerce direct, et des gens qui font du café de commodité aussi et qui vont avoir un café en filière directe, soi-disant, qui vont marketer à fond dessus. Et en fait, c'est pas du commerce direct, techniquement, parce qu'il y a un importateur entre les deux. Moi, j'ai rien contre, hein, c'est une filière courte. Mais voilà, bon bref, le marketing est très puissant. Mais donc, le truc, c'est qu'il y en a beaucoup aussi qui font du commerce direct pour une récolte, et puis ils vont plus chez le producteur la récolte d'après, et en même temps, ils ont été sur place avec l'importateur, donc ils ont toutes les photos. Et puis, c'est pas ça le but du commerce direct. Le but du commerce direct, c'est de travailler avec des gens sur du long terme aussi pour pérenniser une relation où on va vendre du café de spécialité à un meilleur prix parce que ça sera le haut du panier, et on va quand même toujours vendre le reste au marché de commodité, hein, mais... Ok. Parce que aussi avec ce truc de vague, il y a comme ça fait un peu un petit pipi quand même. Le truc, c'est que les grandes sociétés lorgnent sur tout ce côté café spécialité. T'en parlais un petit peu au début, mais tu parlais de Blue Bottle. Mais j'ai cru voir à un moment donné qu'il y a eu débat parce que Blue Bottle a été racheté par Nestlé en partie, ou Nestlé est rentré dans le capital parce que ils se disent qu'il y a quelque chose à aller chercher, ou parce que les mentalités changent et qu'ils se disent qu'il faut qu'ils y soient. Bah, en fait, il y a un rachat, Blue Bottle, Stumptown Coffee, Costa, en Angleterre, etc. Tous ces gens-là, effectivement, à un moment donné, bah, ils se développent, et donc il y a plusieurs manières de faire du business. Il y a des gens qui se développent. Il y en a qui cherchent ce qu'on appelle, la porte de sortie, hein. Avant même de créer un projet, on réfléchit comment on va pouvoir le vendre. Donc là, on est vraiment sur plutôt business school, mentalité business school, et j'ai rien contre non plus. Et donc je pense qu'à un moment donné, certaines de ces sociétés, mais on a le coup avec le chocolat en Belgique aussi. Ouais, tout à fait. Des sociétés sont rachetées par des plus gros groupes. Après, c'est toujours de voir quelle est la liberté en termes de, on va dire, direction artistique des fondateurs des projets, quelle est encore la liberté dedans, et pourquoi pas avoir une grosse structure qui va permettre d'encore plus développer. Ça pose quand même des questions à un moment donné quand on fait beaucoup de volume, d'avoir des filières qui restent encore... elles sont compétitives, mais qui fassent encore du bien au niveau de la chaîne. Voilà, moi je suis pas assez expert là-dedans, mais ça reste des vraies questions de fond. Parce que Blue Bottle, je pense que c'est gigantesque comme. Ouais, c'est comme gros, truc. c'est vraiment une grosse Ils ont société, beaucoup de shops, quoi. Ouais. Oui. Mais si on veut vraiment changer le game entre guillemets, il faudra que à un moment donné, Blue Bottle, ça peut être bien parce que s'il y en a beaucoup et qui respectent justement le contrat de la filière de faire de l'achat direct et tout, ça peut faire beaucoup de bien d'un coup, ou pas forcément. Non, tout à fait. Alors, par exemple, là, j'ai lu un livre duquel je parlerai après quand vous me poserez la question, mais où on voit que Blue Bottle, il y a un mec comme ça qui a ouvert une filière de café impossible. Et voilà, Blue Bottle, ils ont été les premiers à acheter un lot et à permettre à cette filière d'exister. Donc, c'est clair que le fait de faire du volume peut avoir un impact positif quand on est habité par quelque chose qui va au-delà de la dimension profit, en fait. Qui n'est pas diabolisé pour moi, hein. Mais le profit peut pas être le seul moteur, je pense, de l'industrie du café, qui est une industrie qui est déjà en crise. Donc il faut l'associer à autre chose et quand même au moins équilibrer un peu plus les choses. Ben oui, ça peut être extrêmement bénéfique. Okay. On garde la pêche. On garde la pêche. Et c'est bien parce que ça introduit alors ta Brussels Coffee Week du week-end. Oui. Alors non, moi j'ai fait le Brussels Coffee Tour, mais il y avait la Brussels Coffee Week. Qui tombe en même temps. Qui tombe, bah en fait si tu veux. Ça démarre là. La Brussels Coffee Week, non, elle est terminée. Et donc elle s'est terminée hier, donc dimanche 11 octobre. Et c'est un événement qui a lieu une fois par an. Moi, je suis pas impliqué dans le comité. Je l'ai été la deuxième édition. En fait, la première édition, elle a été mise en place par Julien Bosseret qui bossait pour Yelp à l'époque. C'était il y a 4-5 ans. Ouais. Et super initiative en fait, parce que c'était vraiment les prémices de la scène du café à Bruxelles, en termes d'un peu émulation, quoi. Il y avait les pionniers qui étaient là, mais il commençait à se passer des choses. Donc lui, il a vraiment flairé le bon truc. Il y a une première édition. Moi, il m'a contacté très rapidement. C'est super bien entendu. Et puis la deuxième, j'ai un peu boosté pour que ça se repasse parce que Yelp, c'était fini. Enfin, ils avaient un peu viré tout le monde en Europe.
Donc on a refait une deuxième édition où j'étais un peu impliqué, puis d'autres gens sont rentrés dans la team. Moi je suis parti aux États-Unis à un moment donné, et voilà. Donc c'est un événement qui continue, et il y a encore du changement dans la team, mais la Bruxelles Coffee Week elle s'accroche et c'est bien qu'on ait ça. Après c'est pas du tout le même format qu'à l'étranger où il y a plus de moyens. Donc c'est plutôt une foire avec des événements. Ici il y a pas de foire parce qu'en fait les gens s'en foutent un peu du café. C'est ça. Ils perçoivent pas en tout cas le potentiel ni l'intérêt, et puis tout le monde est sur on a plein de cafés italiens, c'est génial, on a tout ce qu'il faut, merci, au revoir. Et alors dans d'autres pays, on a un peu tous les équipementiers, les torréfacteurs, les importateurs qui font des démonstrations, qui expliquent ce qu'ils font. C'est assez excitant en fait, c'est très geek, mais en même temps quand on connaît pas, c'est juste what the fuck. Et voilà, avec des cours, des classes, des événements. Ici, ils ont plutôt un format événementiel. Tout était gratuit les autres années, ce qui est quand même génial aussi, avec des ateliers. Et là, c'était en non présentiel, vu le contexte. Voilà. Mais je pense que l'année prochaine, ils vont travailler pour un truc plus conséquent. Et pourquoi pas viser le format mini-foire. Okay. Mais ça demande beaucoup de boulot pour... Voilà, pour des gens qui ont souvent un boulot sur le côté et un manque de reconnaissance en Belgique dans ce domaine en fait, tout simplement. Et du coup, il y a pas un festival, genre en Belgique, un festival un peu foire sur le café Non, il y a pas. Bah maintenant, il y a j'ai vu passer, je pense qu'il y a l'équivalent à Anvers et maintenant je pense à Louvain. Mais c'est des tout petits formats et non, mais par exemple, quand tu vas à Amsterdam, il y a la Amsterdam Coffee Week, il y a aussi la London Coffee Week, la Paris Coffee Week. Ce sont des événements énormes sur le café. Les gens viennent de toute l'Europe, voire du monde. Et c'est vrai qu'il y a juste Bruxelles et le Luxembourg qui sont pas... Oui, il y a aussi des festivals. À Paris, il n'y a pas le Paris Coffee Festival. Ouais, alors il y a une fusion, ça a été repris par une autre organisation. Donc tout ça se passe allègrement partout sauf chez nous. Enfin, il y a la Bruxelles Coffee Week, hein, mais l'idée, le format en tout cas est pas encore à la hauteur des autres foires, malgré l'investissement de tout le staff. Mais c'est juste un manque de moyens, tout simplement en fait. Mais ça m'étonne un peu. J'avais évidemment jamais réfléchi, mais du coup, quoi, les Belges s'en tapent du café ou c'est quoi l'affaire derrière tout ça? J'attends tous les yeux, bien sûr, moi. En fait, les Belges s'en tapent pas du café, mais on est un petit pays, donc je pense qu'il y a moins de moyens. Tu vois, il y a moins de revenus qui sont générés sur le marché local, finalement, que dans d'autres pays où il y a peut-être plus de moyens et plus de reconnaissance. Il faut savoir aussi que, par exemple, il y a une organisation mondiale reconnue sur l'apprentissage des métiers du café qui s'appelle la Specialty Coffee Association, la SCA. Le site, c'est sca.coffee. Et eux, par exemple, ils ont des chapitres nationaux. Et en fait, en Belgique, cette année, il n'y a pas eu de chapitre national parce qu'il n'y a pas assez de gens qui postulent pour les différents postes. C'est du bénévolat. Donc moi, on me disait, mais vas-y, Thomas, machin. J'écoute, non, j'ai déjà assez de chats à fouetter que pour en plus me mettre ça, parce que si je le fais, je vais devoir bien le faire et que ça demande beaucoup de temps. Mais donc c'est vrai que chez nous, il y a aucun moyen. Par exemple, là, c'est du bénévolat. Le fait qu'il n'y ait pas de chapitre, c'est plus complexe que ça. C'est-à-dire qu'il y a un code de conduite qui est aussi publié et la personne qui devait être présidente n'était pas capable de le respecter. Donc ça ne s'est pas passé. Mais donc il y a plusieurs raisons qui rentrent en compte. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas évident de monter un projet sur le café qui génère assez de revenus en Belgique, là où dans d'autres pays il y a plus d'enthousiasme. Après, et ça c'est un sujet que j'aborde dans les Coffee Tours. Culturellement parlant, Bruxelles, on est au top. C'est la ville pour faire les Coffee Tours. Pourquoi? Parce qu'en fait, bon là je vais devenir un peu geek, mais peut-être faire un état des lieux sur c'est quoi le café, enfin les philosophies du café. Donc en gros, moi je suis actif depuis 5 ans dans une niche qu'on appelle le café de spécialité. Qu'on oppose au café de commodité. Et le café de commodité, en gros, ça représente 95 à 98% du marché mondial. Et c'est en gros du café de merde. Donc, ce qui se passe, c'est que les commodités, elles sont tradées par des gens devant leur ordi un peu partout. On achète quand c'est pas cher, on revend quand c'est plus cher, on est en bourse. Et en gros, on travaille sur rien d'autre que le profit et l'exploitation des gens, finalement, qui produisent les valeurs qu'on va échanger. Il n'est pas du tout question de qualité. Et le café pousse dans une cerise. C'est un produit frais à la base, sauf qu'on le traite comme une commodité. Et donc ça représente quand même 98% du marché mondial. Ça veut dire que on cueille les cerises à tous les stades de maturation, on les fermente vite fait, on les exporte, on les torréfie trop pour atomiser tous les défauts d'une récolte globale et leur donner un petit goût toasté qu'on pense être le goût du café et qui n'est juste que le goût de la torréfaction et pas du tout du terroir. Et ça part partout et c'est 98% du marché mondial. Okay. Et aussi le café, c'est pas une des matières premières les plus échangées au monde? Après le pétrole, et la deuxième boisson ou la troisième en compétition avec le thé, boisson la plus bu au monde après l'eau. Donc les pratiques sont énormes.
énorme, mais les industries font beaucoup de profits. Et en fait, c'est vraiment le parent pauvre de l'industrie alimentaire, donc très peu de gens posent des questions. Et le café de spécialité, ça a apparu il y a à peine une trentaine d'années, donc c'est un truc de dingue en fait, où les pays anglo-saxons ont initié la relance de la recherche et de l'innovation en disant mais qu'est-ce qui se passe si on torréfie moins à des températures moins élevées, donc on parle de torréfaction légère à moyenne. Qu'est-ce qui se passe si on se concentre sur la cueillette en fait, de pas tout prendre en une fois, mais de prendre que les cerises rouges et repasser et payer plus cher, mais travailler sur la qualité. Qu'est-ce qui se passe si on amène des ingénieurs agronomes et qu'on va vraiment travailler aussi sur la fermentation, les types de fermentation et vraiment maîtriser l'activité microbienne dans l'environnement de la fermentation et en fonction des variétés de café aussi comprend la capacité métabolique du grain à se régénérer et à proposer d'autres potentiels gustatifs en fonction de ce principe de fermentation. Et donc ça sont des échelons en fait qui étaient pas des éléments dans la chaîne qui n'étaient pas mis en avant et que le café de spécialité a amené sur la carte. Et donc le café de spécialité, c'est vraiment les pays nordiques. Et le café de commodité, traditionnellement, ce sont les pays du Sud. Et donc à Bruxelles, on est cette ville qui est à la rencontre, au clash des cultures du Nord et du Sud. Et donc les Coffee Tours, en fait, c'est génial parce que voilà, moi, ça me permet vraiment de parler culturellement de ce clash, d'être dans une ville qui est vraiment pour moi la ville symbolique en termes de rencontre du Nord et du Sud, et d'aborder tous ces sujets. Mais c'est vrai que je ne fais pas... J'ai toujours des gens qui sont choqués quand, malheureusement, je dis qu'un café italien, parce qu'on me dit toujours l'Italie, c'est le meilleur café du monde. Bah, désolé, en fait, en 2020, c'est pas les meilleurs cafés du monde. L'Italie reste sur une fierté de tradition et de culture du café qui est incroyable. Donc, je ne dénigre rien du tout. Mais avoir un café italien en 2020, ça serait une expérience authentique. Donc moi, si je voyage en Italie, je vais pas faire mon café dans ma chambre d'hôtel. Je vais aller boire un café dans un bar parce que j'aime le cérémonial, la vieille machine, le costume tiré à 4 épingles et tout le bazar. Mais en termes de goût et de travail sur la qualité, ça sera pas le meilleur café en 2020. Donc on aura une expérience authentique, mais on n'aura pas le meilleur café. C'est comme manger un hot dog à Coney Island à New York, ça sera authentique, un hot dog chez Nathan's, ça sera authentique, mais ça sera pas le meilleur hot dog de New York en 2020. Mais on s'accroche à cette fierté et on pose très peu de questions. Donc finalement, ma mission, c'est d'œuvrer à la reconnaissance du café de spécialité en Belgique francophone et à Bruxelles et de montrer, d'ouvrir une petite fenêtre pour dire hey, il y a une autre option qui existe. Parce qu'en fait, souvent, on sait même pas quelles questions poser, c'est quoi le café, quelles sont les options. Du coup, on veut un peu être cool et on se dit, le café à l'italienne, c'est trop bien. Mais on a le même problème avec le chocolat belge. C'est quoi le chocolat belge? Enfin, le cacao pousse pas en Belgique, le café pousse pas en Italie. Il y a aucune transparence quand, en général, les compagnies parlent de ça. C'est, si on creuse comme pour le vin, on a accès à zéro information. Et donc tout ça sont des débats très compliqués. Mais dans ce que tu racontes de meilleur café, je sais pas, peut-être j'ai une connerie, mais les goûts c'est quand même quelque chose de très personnel. Alors oui, donc après j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui vont, il va y avoir un moment un consensus sur quelque chose, j'imagine. Alors c'est effectivement le goût, c'est quelque chose de très personnel et donc moi l'idée c'est pas de dire aux gens ce qu'ils doivent boire parce qu'il y a rien de plus horrible que d'avoir quelqu'un qui arrive comme ça en disant voilà je veux vous dire qu'il faut boire ça. Le meilleur café du monde, c'est celui qui vous rend heureux, peu importe ce qui se passe derrière. Donc, si vous avez un café de commodité médiocre, tapissé avec du sucre et du lait, mais que vous êtes heureux avec ça, en fait, il faut pas changer. Mais si vous vous posez des questions, c'est là que le débat devient intéressant. Et en termes de qualité, effectivement, la qualité est relative, d'une certaine manière, en tout cas en termes d'intuition. Au niveau intuitif, on va avoir chacun ses goûts, mais ce qu'on pense souvent, c'est que l'amertume caractérise le bon café, et ça, c'est faux. Donc souvent, j'ai des gens qui disent « Ah oui, mais moi j'aime bien l'amertume, c'est le goût du café, ou le côté toasté. » En fait, non, ça c'est ce qu'on peut penser, mais en fait, ce n'est pas le cas. Et donc, si tu veux, quand on veut parler d'universalité dans le goût, dans le travail sur la qualité, la bouche, en termes sensoriels, elle ne goûte que les goûts basiques qui sont sucrés, salés, acides, amers et umami. Le reste, ça se passe à l'arrière du nez dans le bulbe olfactif, au niveau du système rétronasal qui envoie des informations moléculaires au cerveau et qui, sur base de ton expérience avec le goût et sur une base moléculaire aussi de reconnaissance finalement, c'est le cerveau qui va interpréter tout ça, mais c'est juste le reflux d'air quand on avale qui envoie cette info. La langue, la bouche, elle goûte que 5 goûts de base. Et en fait, ce sont ces 5 goûts-là qui sont universels en termes de langage. Donc, quand on cote un café, par exemple, sur l'échelle de la SCA, sur le score sheet qu'ils ont mis au point, on ne parle jamais de goût. On parle jamais de
notes aromatiques. On va parler de goût de base. Donc, on va juger un café sur l'acidité, sur l'amertume, la longueur en bouche, le corps, donc la texture sur la langue et ce genre de choses, qui est un langage universel. Et donc, effectivement, le goût, c'est subjectif et relatif, mais quand même, quand on en vient à des critères de qualité objectifs, ça existe dans le café. Et donc, un café qui va être vraiment sur l'amertume ne va pas être considéré comme bon parce que c'est pas du tout une caractéristique qualitative du café. Tout le contraire. Si t'aimes un café amer, t'as de la chance, t'auras un bon café partout parce que l'amertume, elle vient de trop de caféine. Donc déjà, le Robusta a 2 fois plus de caféine que l'Arabica. Donc, dans le café de spécialité, on travaille pas avec le Robusta. Pousse en basse altitude, il est super résistant, méga amer, ça goûte le bois, le tabac, le caoutchouc, tout ce qu'on ne veut pas. On préfère les fleurs et les fruits. Et voilà. Du coup, le Robusta et l'Arabica, c'est 2 essences de l'arbre café. Alors, c'est 2 espèces. Alors, pour être un peu geek, si tu veux, techniquement, commercialement, les 2 espèces utilisées, c'est l'Arabica et le Canephora. Et le Robusta est une variété de l'espèce Canephora, mais c'est la seule variété utilisée commercialement. Donc, on fait un raccourci et on oppose le Robusta à l'Arabica directement. Mais dans l'Arabica, on a une multitude de variétés utilisées commercialement parlant. Okay. Mais le Robusta, bon, en fait, l'amertume dans le café, moi j'ai un peu mon explication, c'est qu'elle est arrivée avant le XXe siècle. On n'a pas vraiment de traces sur le goût du café, la manière dont il est, enfin, comment les gens goûtaient le café, finalement, comment ils le buvaient en termes de expérience sensorielle et objective sur des critères de qualité, on va dire. Mais ce qui est sûr, c'est que l'Arabica, la terre-mère, c'est l'Éthiopie, c'est là qui pousse à l'état sauvage. L'origine de la découverte de l'Arabica est pas tout à fait au point, mais on part du XIIe siècle avec le berger Caldi qui a remarqué que ses chèvres mangeaient des cerises de café, qu'elles avaient la méga pêche. Mais il y a d'autres histoires qui partent du Ve siècle. On parle aussi de carrément avant Jésus-Christ. Donc, en fonction de la littérature, on va avoir des versions un peu différentes. Mais le Robusta, il a été entre guillemets découvert dans le bassin du Congo en 1901. Donc, c'est très tardif. Donc l'amertume et l'autre variété de café, on va dire méga pas cher, super amer, mais qui permet d'avoir un kick de caféine, mais surtout d'avoir des méga profits parce que ça pousse en basse altitude et c'est increvable. C'est plus facile à cultiver que l'Arabica. Ah ben c'est clair. Et le rendement est plus élevé. Il faut moins de cerises de café pour avoir 1 kilo de grains. Pour plein de raisons, le Robusta est arrivé dans le business du café et on a commencé à le mélanger, à faire des blends en fait avec tout pour augmenter les profits. Donc ça c'est quand même 1901. Ensuite, pendant la guerre, c'est parfois compliqué de trouver du café, donc les buveurs de café buvaient de la chicorée, qu'on associe finalement à la qualité du café, donc le côté amer du chicon. Donc on se disait, oui, les buveurs de café, ils apprécient l'amertume, la chicorée, machin, donc confusion supplémentaire. Et puis à la sortie des colonies, beaucoup de pays ont négocié les meilleurs prix avec les anciennes colonies pour le café. Quand on est obligé de vendre des cafés super pas chers, on va pas commencer à se casser la tête à faire des cafés de qualité. Et donc dès qu'on perd en qualité, on gagne en amertume. Et donc de nouveau une couche d'amertume là-dedans. Et donc l'idée du café de spécialité, c'est de déconstruire tout ça. Et alors le degré de torréfaction, quand on brûle un aliment, c'est pas bon pour le ventre. Le café n'est pas spécialement laxatif à la base, donc c'est pas bon pour le ventre et c'est pas bon pour plein d'autres raisons et ça rajoute de l'amertume. Et puis quand on a en plus des machines et des moulins jamais nettoyés dans la plupart des lieux Horeca qui ne s'intéressent pas au café, donc ils ont un fournisseur qui leur envoie des sacs et puis basta ciao. Donc les moulins un peu jaunâtres avec de l'huile qui rancit à l'intérieur, etc. C'est de l'amertume en plus. Donc en fait toutes les étapes négatives dans l'industrie du café, c'est de l'amertume. L'idée du café de spécialité, c'est de la rebalancer avec une touche d'acidité et surtout beaucoup de rondeur et de générosité, quoi. Ok. Ben, moi, je propose Masterclass numéro 3. On va faire une pause café, justement. Non, à vrai dire, moi, j'aurais bien voulu vous faire du café, mais mes plans ont été contrariés par l'équipement présent sur place. Parce que moi, je bois beaucoup de café turc. Ok, cool. Et du coup, en fait, il m'aurait fallu au moins une taque ou quelque chose de semblable. Pour faire le café turc. Oui. Parce que j'ai tout amené, j'ai même mon petit Sevres avec. Ah, mignon. trop bien. Amené d'Istanbul. Ah oui, pardon. Mais en fait, alors, désolé, mais dès que vous allez poser un truc, je vais commencer à parler de... C'est pour ça mais c'est pour ça qu'on t'a invité. Hein. Mais même chose, souvent les gens, quand on parle de qualité, etc., alors j'ai toujours la question de l'incidence de l'équipement sur la qualité du café. Donc j'ai typiquement régulièrement des gens qui me disent « Ah oui, le café turc, est-ce que c'est bon ou pas ?»
Mais en fait, le café turc, c'est pas la question de savoir si c'est bon ou pas. La méthode de Çezve, donc la manière de préparer le café turc, où on va faire frémir l'eau et le café très finement moulu ensemble. La taille de la mouture a une importance déjà. En fait, c'est pas mauvais. Ce qui est là où on peut monter en grade, c'est en choisissant du bon grain. En fait, tout réside là-dedans. La maîtrise quand même de la technique, la maîtrise de la recette, parce que souvent en fait on met du café, de l'eau, mais si on maîtrise les quantités d'eau et de café, c'est comme quand on cuisine à un 4/4, on va quand même un peu peser le sucre et la farine. Mais dans le café, c'est la même chose que pour tout. Donc si on maîtrise les paramètres d'équipement, ensuite de recettes, si on a un grain de qualité, c'est bon. Mais souvent dans toute la Méditerranée et même partout dans le monde, on utilise du café de commodité. Ben là, on peut faire ce qu'on veut en termes de matériel. On n'arrivera jamais à faire un bon café. Et même si on a du bon grain, en fait, si on maîtrise pas la préparation du café, c'est ça le drame du café. En fait, c'est que contrairement au vin ou à la bière, ok, il y a des bouteilles de vin qu'il faut savoir ouvrir, mais ça reste assez rare. Le café, il faut savoir le préparer. Et c'est là le problème dans cette industrie et pourquoi il y a très peu d'informations, c'est que c'est dans l'intérêt de personne au niveau industriel de devoir commencer à donner des cours, pourquoi pas gratuits, parce qu'il faudrait quand même former les gens, et de donner de plus en plus d'informations. Ça sous-entendrait aussi qu'on va remonter sur la transparence de plein de paramètres qu'on ne partage pas pour l'instant de manière générale, à part dans l'industrie du café de spécialité. Mais donc le Çezve, moi j'ai des amis albanais, bulgares, même chose qui me disaient oui, qu'est-ce que tu conseilles? Je dis écoute, tu vas t'acheter un single origine Brésil, une fermentation naturelle, un peu fruitée, et surtout avec beaucoup de corps et générosité. Tu demandes au moment où tu l'achètes de le moudre très fin en disant que c'est pour café turc Çezve. Et si tu fais ça, voilà, on en reparle. Et il m'a dit, si ma grand-mère me tue, tu vas me le payer. Et puis, sa grand-mère l'a pas tué. Et en fait, effectivement, il y a un truc à gagner simplement en s'intéressant aux grains qu'on va acheter et pas en changeant de technique, en fait. Toutes les techniques sont bonnes, on va dire. Il y a juste des trucs et astuces à maîtriser, quoi. C'est ça. Donc on pourrait tester avec la cafetière turque un grain qui n'est pas prévu pour. C'est ce qu'on va faire. Pas maintenant, parce qu'on n'a pas de tac. De toute façon, mais du coup, c'est ça qui est chouette avec le café. Enfin, moi, j'en bois pas depuis très longtemps et j'ai commencé à en boire quand j'ai suivi, je sais pas si tu te souviens, un de tes cours chez Or Coffee. Ah, mais si, ok. Où j'étais le seul paumé qui était pas pro et qui venait parce qu'il voulait savoir comment on faisait du café. Oui, parce que je remettais ton visage. Ouais. Non, je ne remettais pas ton visage, je me dis, je connais Benjamin. Et donc, et du coup, un truc qui m'a juste fait exploser le cerveau, c'est de me dire que avec toutes les techniques qu'on a, on peut chez soi, genre, déjà s'organiser un espèce de petit rituel où il y a tout plein d'étapes à prendre en compte. Et puis après, on peut chipoter sur 2-3 paramètres de temps en temps. Ouais. L'eau, le grain, comment on le moud, tout ça. Et ça, il y a des petites variations. Et donc, on a l'impression, enfin, moi, c'est l'impression que j'ai, qu'on est un petit peu actif dans ce qu'on boit et qu'on n'a pas juste une bouteille de lait qu'on ouvre, si c'est super, et qu'on verse et puis qu'on boit et puis c'est terminé. Il n'y a pas juste de la consommation, il y a un peu un acte actif. Ouais. Et moi, c'est toujours un truc qui me fascine avec le café, et justement de pouvoir chipoter avec des techniques qui sont parfois un peu mal vues, genre le percolateur qu'on a tous eu chez nous. Je trouve ça rigolo. Genre là aujourd'hui, j'ai essayé, je sais pas du tout ce que ça donne, mais je trouve ça rigolo d'essayer de faire un bon café avec un percolateur Philips à 30 € de chez MediaMarkt. Je trouve ça plutôt rigolo, quoi. Ouais, mais en fait, il y a moyen de faire du relativement bon café avec ça. Même chose, si t'as du bon grain et que tu sais, par exemple, la plaque chauffante sous la carafe en verre, c'est ça le problème du percolateur en général. C'est que c'est ce qu'on appelle péjorativement le diner coffee aux États-Unis, c'est ce café qui chauffe toute la journée. L'ennemi en fait des composants aromatiques du café, c'est l'oxygène, la chaleur, l'humidité, ce genre de choses. Et donc si tu laisses ton café sur une source de chaleur, tu tues les arômes. Donc le perco, oui, mais servir directement ou en thermos, ça sera mieux que de le laisser chauffer. Mais l'idée de projeter de l'eau et d'utiliser la gravité pour faire passer l'eau au travers du café moulu et d'un filtre en papier qui va filtrer, moi c'est ce que je fais tous les matins dans un collier en céramique. On peut rendre les choses un peu plus compliquées, mais faire du café peut rester très simple malgré tout, parce que souvent les gens ont un peu peur de se dire oula, ouais, mais attends, moi j'ai pas le temps le matin et machin. Il y a plein d'alternatives jusqu'à l'alternative d'appuyer sur un bouton sans pour autant utiliser des capsules, quoi. Les capsules, il y a quand même une petite place en enfer pour ça, parce que il y a beaucoup de problèmes à tous les niveaux, Il y a pas assez de café. L'empreinte carbone, elle est quand même élevée, même si on recycle. En fait, tout ça est d'une absurdité sans nom, parce que si on boit du café tous les jours, autant investir dans une bonne petite machine espresso, si on veut de l'espresso, avec un moule à intégrer, dans lequel on met du grain entier et qui va moudre
à la demande ou faire du café filtre. Et en fait, ça marche super bien. Mais si on veut la simplicité, voilà, moi je travaille avec des marques, c'est un peu cher parce que c'est des bons composants, des bonnes meules et tout ça. Mais ça fait, moi tous les amis qui veulent passer des capsules à machine espresso, je leur donne quelques conseils. Jamais personne n'a regretté ce truc-là. Au contraire, ils ont eu accès à des bien meilleurs cafés pour un prix parfois équivalent et souvent moins cher en fait sur le long terme en termes d'achat de C'est ça, café. parce que je veux dire, et puis en termes d'investissement, la machine, elle te tient plus longtemps que le truc 3 quarts en plastique. Ouais, tout à fait. Et puis les cafés en capsule, c'est cher, c'est super cher. C'est cher. La capsule, je sais pas combien elle coûte parce que j'en achète pas, mais je crois que c'est vraiment cher à l'unité, je pense. La tasse. Écoute, pour être honnête, on dit des fois que c'est genre 100 fois plus cher. Je pense que c'est un peu surréagir malgré tout, mais parce que je m'y intéresse pas tant que ça. Mais effectivement, c'est beaucoup plus cher, ça c'est sûr. Donc tu vois, si on fait un peu attention à ce qu'on achète et que des fois on me dit oui, mais un paquet de café de spécialité, c'est quand même un peu cher. Ok, si t'achètes du café de commodité en supermarché, effectivement c'est plus cher, mais pour des bonnes raisons. Parce qu'en fait, si tu veux habiter dans un monde meilleur en achetant comme ça, tout de suite tu impactes 3 entreprises, un producteur, des gens directs sur toute la chaîne. Donc c'est quand même une belle manière, sans faire un don, de tout de suite contribuer à un monde meilleur. Voilà. Buvez du café. Et en buvant du bon café. Buvez du café de spécialité. Ouais. Alors buvez du café. Alors non, c'était pas ça qu'il fallait Attendez. faire. Non, mais oui, à la base, oui. Attendez avant de boire du café. Thomas va vous le dire. On la refait. Attention. Non, mais buvez du café de spécialité. J'aurais tendance à te dire il y a 2 ans, oui, mais maintenant tout le monde market ça. En fait, c'est l'horreur. Moi-même, oui, il y a du Starbucks dans les supermarchés qui ils vendent ça genre. Donc il y a specialty ce mot washing. est complètement galvaudé. Tu vois, les gens qui font ça, ils hésitent à plus utiliser ce mot. Et donc en fait, on en arrive vraiment à la communication avec les interlocuteurs à qui on achète. Et encore, c'est très compliqué. Moi, je suis méga vénère parce que je rencontre tout le temps des torréfacteurs qui sont pas des torréfacteurs de spécialité, mais qui ont... Bon, là, je mets un peu les pieds dans le plat, mais qui ont des histoires plutôt de tradition familiale ou qui vont marketer certaines origines comme étant exceptionnelles, avec des appellations proches du vin parfois, où on peut parfois parler de quoi, d'une bouteille spéciale ou d'un grand cru, de choses comme ça, ou une chouette histoire derrière. Mais le problème, c'est que les révolutions des commodités, comme café, thé, chocolat et épices, elles sont initiées depuis très peu de temps. Et donc souvent, on pense que les vieilles maisons vont faire du bon boulot, comme pour les biscuiteries ou d'autres choses. Malheureusement, dans les commodités, je suis désolé, mais ce n'est pas du tout le cas. Si ces vieilles maisons n'ont pas pris le train du café de spécialité en marche, en fait, ils font du commodité. Et c'est très compliqué parce qu'on trouve du commodité à des prix plus élevés que le prix en bourse. Donc les exportateurs vont pouvoir trier des lots et les vendre plus cher en donnant quelques informations sur une coopérative, en parlant de grands crus et de choses comme ça. La réalité, c'est que ça reste du café, donc on le goûte. Et puis la réalité, moi, de beaucoup de choses comme ça, c'est que c'est l'amertume qui émet de loin le goût principal de la tasse. Il n'y a pas la complexité de ce que j'entends dans le discours ou dans l'étiquette qui est derrière. Et donc moi, en fait, des fois, ça m'énerve un peu parce que j'ai pas de problème à acheter un café standard, en fait, à un prix standard. Mais j'ai un problème parce que les gens payent une histoire au prix fort, en fait. Et je pense que c'est pas mal intentionnel, mais je trouve ça juste dingue que quand on a une pratique depuis longtemps sur la plupart des vieilles maisons dans les commodités, on ne se remette pas un peu en question sur finalement ce qu'on vende et qu'on utilise tous les efforts qui sont faits dans une niche de l'industrie pour finalement marketer de la même manière. Et au bout du compte, je trouve que c'est extrêmement défavorable aux petits torréfacteurs qui ont la méga pêche, qui font un travail de dingue. Et pour donner une idée, le café de commodité, qui est une industrie qui est vraiment en crise, être un producteur qui vend en commodité, c'est l'enfer. Souvent, ils vendent sous le salaire minimum, voire sous le prix de production. Donc, ça leur coûte de l'argent de vendre. On parle pour l'instant en bourse de à peu près 2 € le kilo pour du grain vert de café en bourse. Marché de spécialité va l'acheter entre 5 et 13, 14, 15 € le kilo. C'est quand même un truc de dingue. On peut payer jusqu'à entre 5, voire parfois 10 fois plus pour des grands crus qui sont pas annoncés comme des grands crus. Et puis voilà, moi ce qui reste un peu flou pour moi parce que j'ai pas d'expérience dans l'import de café, c'est justement ces grands crus de commodité, on va les appeler comme ça. Et donc c'est pour ça que je veux reprendre des lives où je vais parler avec des importateurs de ces sujets sensibles parce que je voudrais moi-même creuser pour avoir plus d'expérience parce que j'ai mon petit côté un peu vindicatif activiste, mais je vais être honnête, je maîtrise pas tous les paramètres. Donc moi je suis ouvert à la conversation et à remettre en question ce que je prône, mais pour l'instant ce que
que je vois, c'est cette réalité. C'est qu'on paye cher des cafés et qui sont pas des cafés qui sont toujours bons. Alors bon, on en a parlé, ça reste relativement subjectif, mais quand même, quand l'amertume est la note principale, j'ai pas de honte à dire que c'est un café qui n'est vraiment pas bon. Parce que c'est pas ça, en fait, le café. Voilà. Et donc, c'est très complexe de trouver les histoires et la vérité derrière les informations qu'on nous donne. Même quand on a une photo d'une coopérative avec des producteurs cool qui font thumbs up sur la photo, ça veut pas dire que c'est une filière courte du commerce direct ou que l'argent va au producteur. C'est ça le drame, en fait, des commodités. C'est que on peut remonter très loin en termes d'information. Ça veut pas dire que on fait du bien malgré tout pour la planète. Aux États-Unis, j'ai bossé pour des boîtes qui achetaient sous le prix de production et sur papier, j'avais l'histoire complète, quoi. La coopérative, le truc, les producteurs, la photo, on construit un hôpital. Et en fait, je me dis, mais il est où même moi, là, j'avais besoin de me dire, putain, mais ce n'est pas normal. Il y a un truc méga dingue qui cloche dans cette histoire, quoi. On peut pas avoir tout ça à ce prix-là, en fait. C'est ça. Et il n'existe pas un label comme il existe pour d'autres choses. Il existe des labels, bien sûr. Ouais, mais... Donc il y a plein de labels. Il y a le label bio qui est un truc à part. C'est plutôt sur les pesticides de synthèse, mais qui sont un problème parce que la plupart des cafés bio sont des cafés de commodité, en fait, puisqu'il y a une obsession des labels. Mais qui sont pas accessibles aux petits producteurs qui font de la qualité vu que les labels sont trop chers pour eux. Et puis ça reste un lobby comme un autre. Et puis on peut utiliser des pesticides non synthétiques comme le soufre, le cobalt, le cuivre, qui sont extrêmement dommageables aux nappes phréatiques. Je dois aussi un peu regarder. Je pense que c'est une substance qui s'appelle la réthanone qui a été interdite en 2004 dans l'industrie du bio, alors que les lobbies poussaient pour la garder parce qu'elle était naturelle et qui a été démontrée comme toxique, des choses comme ça. Donc c'est vrai que moi, j'ai pas beaucoup creusé, mais dès que je creuse un peu, je vois qu'il y a plein d'infos, je me dis, OK. Et puis quand on goûte, en fait, moi, je fais mes courses, malgré tout, dans des supermarchés bio. Et puis le café, les commodités, à chaque fois, c'est le truc, ça, je zappe, quoi. Parce qu'en fait, c'est toujours le même bazar. C'est que c'est pas bon. En Belgique, il y a un torréfacteur qui torréfie du café bio de spécialité, de qualité. Donc, le café de spécialité, c'est pas un produit de luxe, C'est juste que le café devrait être, en fait, si on le faisait bien. Donc c'est quand même fou parce que les gens pensent que c'est un produit de luxe. Non, c'est juste qu'on boit tous de la merde depuis des années et qu'en fait personne pose des questions. Mais est-ce qu'on boit a un impact et dommageable pour toute la chaîne quand on boit des cafés de commodité? Et donc les labels Fairtrade, Rainforest, toutes les sociétés commencent à créer leurs labels. Je mentionne pas de nom, mais les gros acteurs du café créent leur propre label pour contrôler le label. Donc c'est quand même, en termes de conflit d'intérêts, c'est quand même énorme comme question. Mais les labels éthique, on va dire, éthique, c'est même chose. C'est quoi la question? Enfin, moi, ça me donne un peu la nausée, en fait, quand on parle de commerce équitable, parce que je trouve que c'est une manière post-coloniale de continuer à faire du business. Donc, on garde des gens sous perfusion ou une forme d'assistanat. On considère pas vraiment Attends, on fait une pause avion. Ouais. C'est vrai que les labels équitables, en fait, le truc, c'est que c'est mettre un sparadrap sur une grosse blessure. C'est-à-dire que c'est nécessaire dans l'industrie du commodité. Donc, clairement, c'est mieux que sans le label. Mais même chose, ce label est payant, il est cher. C'est les grandes coopératives qui peuvent se le payer. Le système quand même de contrôle sur le terrain est un peu questionnable parfois. Quand on est au courant du jour où on vient faire le contrôle, évidemment, tout va être nickel pour faire les photos qui vont servir à la com après. Je résume, mais quand même, on est quand même sur cette dynamique-là. Faut pas se voiler la face. Okay. Le café de spécialité, on sort de la bourse, on s'en fout du label, des labels équitables, et en fait, on travaille avec des gens. Moi, j'étais voir un producteur au Mexique. Le mec fait des fermentations expérimentales. Si je lui dis, ça t'intéresse de vendre ton café en équitable, il me fout une baffe et je sors de chez lui direct. Moi, je bois pas du vin équitable. Je sais pas pourquoi on considère que dans le café, c'est cool de boire du équitable. Je sais pas si vous buvez du vin équitable, mais moi, ça m'intéresse pas. J'ai plutôt envie d'un château, de connaître le nom, de connaître je sais pas, toutes les informations qu'on peut trouver dans le vin et qu'on trouve pas dans le café. Donc, on va se contenter d'un petit label pour se donner bonne conscience. Et donc, c'est vrai que le bio peut être de spécialité, même si c'est extrêmement rare. Si on voit un label équitable, ce n'est jamais, là c'est sûr, ce n'est jamais du café de spécialité. Puisque le café de spécialité ne passe pas par la bourse, donc il n'y a aucun intérêt à mettre un label équitable dessus. Parce que la question c'était est-ce qu'il existe en gros un label qui dit que c'est un café... C'est ça la complexité, c'est qu'il n'y a pas de label officiel. Ouais. Et donc maintenant tout le monde market du café de spécialité ou des filières directes en disant on fait du commerce direct, génial. Mais en fait les grosses boîtes industrielles font du commerce direct aussi. Donc c'est toujours cette question de dire ok,
Filière courte, commerce direct, c'est mieux. En fait, non, parce que moi aussi, j'ai changé mon discours, en fait, en découvrant la réalité, en parlant avec des gens. De me dire, en fait, non, même la filière directe, c'est pas mieux. C'est juste qu'il faut une filière raisonnée, transparente, consciente, avec de l'information. Et puis, à la fin, il faut goûter et pouvoir avoir un dialogue ouvert et transparent. Et donc, il y a même une vague maintenant qui s'appelle de pledge, qui pousse les sociétés, les torréfacteurs en particulier, à publier leurs chiffres. Voilà, faites patte blanche et montrez ce que vous payez, montrez où vont les marges, comme ça on vous accuse pas de faire des marges énormes, et au moins vous montrez vos chiffres comparé aux autres qui vont faire des grands discours et qui montrent rien du tout. Et moi j'ai envie de pousser les gens à ça aussi, dans les lives que je vais reprendre, à parler d'argent en fait. Parce qu'on se rend compte que c'est ça le truc, on peut avoir un chouette discours, pourquoi on parlerait pas d'argent en même temps ? Si tout est génial dans le discours, ça devrait être aussi génial en termes d'argent, non ? Enfin... C'est une vraie question que je pose en fait. Mais donc, justement, tu as très bien introduit la dernière séquence, et donc c'est cette recommandation. Donc tu voulais nous parler d'un livre. Bah ouais. C'est ça. Non. Donc, et toi Thomas, quelle est ta recommandation? Alors moi j'ai deux livres. Donc il y en a un sur le sujet du café, mais qui n'est pas un livre de geek, parce que c'est souvent les livres, il y en a plein. Il y a l'Atlas du café, le café c'est pas sorcier, mais tout ça c'est très technique. Après voilà, il y a Le Moine de Moka, qui est en fait un bouquin qui a été écrit par Dave Eggers, qui est écrivain, et qui a suivi en fait un mec, Mokhtar Al-Kanchali, qui a créé un projet qui s'appelle The Port of Mocha, qui est du café qui vient du Yémen. Et en fait, le Yémen a été le premier pays à cultiver le café. Donc souvent, on peut confondre l'Éthiopie et le Yémen en termes d'origine du café. De toute façon, à l'époque, probablement, le royaume devait être un peu plus flou que maintenant en termes de frontières. Mais le Yémen, en fait, a été vraiment le pays qui a cultivé le café. Donc il a quand même permis au café de s'exporter et d'être ce qu'il est aujourd'hui. Sauf que le Yémen a complètement oublié sa culture de café pour beaucoup de raisons au fil de l'histoire. Et en fait, c'est l'histoire de ce mec qui est une histoire passionnante, de rouvrir en fait les filières du café, aller sur place. Lui en fait, il est de la côte ouest des États-Unis, il est né aux États-Unis, il a grandi là-bas et en fait, il est américano-yéménite et il connaissait pas le café. Donc il a vraiment en tant qu'adulte, il cherchait un peu sa voie et puis il a découvert ça par hasard et il s'est dit mais voilà, donc il s'est dit mais purée, le Yémen, le café, enfin qu'est-ce qui se passe? Donc il a été sur place, il a été dans les montagnes, il a rencontré des producteurs et en fait à un moment donné il s'est formé et puis il s'est dit ok, je vais essayer. Et puis la guerre est arrivée et puis en fait c'est son histoire de dingue entre kidnapping, tir de roquettes et rencontre de producteurs et finalement export et échappée en mer jusqu'en Afrique, enfin des trucs vraiment rocambolesques. C'est aussi passionnant qu'un polar et ça explique le café, l'industrie du café de manière assez claire. Donc moi je l'ai même offert à mes parents en fait pour pas qu'ils aient un livre de geek mais un roman à lire et en fait qui combine les deux. Super. Le Moine de Moka. Ouais. Super. Quelqu'un d'autre veut rajouter quelque chose à ça parce que là c'est dense quand même. Moi un livre aussi, du coup j'ai repris la lecture de Une mémoire pour l'oubli de Mahmoud Darwish. Alors c'est pas du tout sur l'histoire du café, mais par contre il parle souvent de café parce que c'est un peu une des dernières choses auxquelles il peut se raccrocher là sous les bombardements, parce que ça se passe en 82 à Beyrouth, donc pendant le siège de la ville par l'État israélien, l'armée israélienne. Et voilà, il y a plein de moments où il se rattache. Tu vas même nous lire un extrait? Ben, juste 2 phrases, quoi. C'est 2-3 phrases. Donc là, on a une session libre en direct. Ouais, en direct. Non, mais juste parce que ces phrases, elles vraiment m'ont flabbergasté le cerveau, quoi. Où il dit, donc il se fait réveiller la nuit très tôt le matin par des bombardements, et il dit: je veux l'odeur du café, je ne veux rien d'autre que l'odeur du café de tous les matins du monde, je ne veux rien d'autre que l'odeur du café pour me reprendre, me remettre sur mes 2 pieds, me transformer d'animal rampant à être de raison, saisir ma part d'aube avant notre départ, le jour et moi, vers la rue en quête d'ailleurs. Je trouve ça plutôt joli. Ouais, à fond. Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire après ça? C'est fort de café. Oh, ça va. Super. Oui, c'était super.
Moi, si j'ai des recommandations, j'en ai deux. J'en ai une que j'ai teasée, mais du coup que je vais dire en deuxième. Mais... Oh. La première, ça rebondit un peu aussi sur ce que tu disais sur aller aux États-Unis, ce mirage du rêve américain. Et c'est un roman graphique qui s'appelle Americana. Je sais pas si vous l'avez vu. Ah ouais. Et en fait, c'est un gars de notre génération, donc un trentenaire, qui est bercé, comme on l'a tous été, par la culture américaine via les séries, les super-héros, tous ces trucs-là. Et donc, il a une obsession d'aller vivre aux États-Unis ou de pouvoir aller faire quelque chose aux États-Unis. Et il est illustrateur. Et il décide, je vous raconte pas tout, mais d'aller faire le PCT, le Pacific Crest Trail. Je sais pas si vous voyez, c'est une randonnée de 4300 km qui part de la frontière du Mexique et qui va jusqu'au Canada sur la côte ouest. Et donc, il va faire cette randonnée qui est genre l'enfer. C'est 5 mois, 30 km par jour, genre l'enfer. Elle est décrite dans le film Wide avec Reese Witherspoon, qui est une adaptation d'un roman aussi. Et en fait, il fait cette randonnée très introspective et il va se rendre compte qu'il voit vraiment les États-Unis. Et donc, son rêve américain est genre explosé en deux parce qu'il se rend compte que les États-Unis, parce qu'il passe par la frontière mexicaine, il se rend compte ce que c'est, il passe par les inégalités, tout ça. Et donc, c'est un super roman graphique. Ça se lit en 4 secondes parce que on rentre dedans, c'est joli, c'est tout simple. Enfin, c'est super. Ok. Ça, c'était la première. Et la deuxième, donc du coup, j'en ai parlé, c'est ce que j'ai terminé la saison 2 ce week-end. C'est une série de HBO, donc les gars qui pèsent dans le game de la série, qui s'appelle Succession. Ah ouais. Ah ouais, ok. Et moi, je connais pas du tout. Connais pas Non, du non, tout. moi, je connais pas du tout. Mais il y a déjà plusieurs saisons parce que moi Il y en j'ai a regardé... deux. Ouais, ok, ça. Il y en a 2 et la troisième devait sortir là maintenant, mais Covid donc est reportée. Et c'est genre une série de fous. Tout est super, donc genre regardez-la tout de suite. Mais C'est- mini pitch, de quoi ça Mini s'agit? pitch, donc c'est l'histoire d'une famille qui est à la tête du plus gros conglomérat média divertissement des États-Unis et probablement du monde. Le père, donc le patriarche de 85 ans, doit donner la succession à un des fils. Voilà. Et donc après, branle-bas de combat, je vous dis pas le reste. C'est une mais espèce genre- de Game of Thrones. Ouais, mais les mecs de Game of Thrones à côté, ils sont tous super sympas. C'est Ouais. juste, vous vous rendez même Ouais. pas compte, parce qu'en fait, Game of Thrones, Game of Thrones, c'est super, mais c'est des chevaliers des dragons, donc on se dit, ils sont obligés d'être méchants. Mais là, c'est juste vrai. C'est la Tu vraie te dis que méchanceté. c'est sûr que la fiction qu'ils ont mis dedans vient de la réalité, parce que tous les personnages sont plus ou moins inspirés de mecs, genre le patriarche, c'est un peu Murdoch, donc le gars à la tête de Fox Ouais. News et tout ça. Bref, Disney, ils s'en prend plein les dents. Enfin bref, genre, mais regardez, c'est juste vraiment dingue. À tel point que toi, maintenant, tu t'écoutes la BO chez toi. en Ouais, boucle. et la BO, ouais, j'écoute la BO la BO est dingue. Il y a un thème, en fait, mais qu'ils ont mixé, qu'ils ont fait en alto, en truc, en bazar. Et c'est vraiment dingue. Et c'est, HBO, ils ont gagné tout au Emmy, cette année, et Avec, au Golden Succession. Globes et tout, et Succession. Donc, Succession, Je le regardez, note de ce pas. c'est vraiment cool. Voilà. Mais j'ai une reco bouquin qui est complètement hors sujet, qui est le Manifeste contre la normalisation gay de Alain Naz. Ok. Et qui est, pour moi, en termes de société, de vision de société, c'est le bouquin fondateur de ce que la société pourrait être pour aller beaucoup mieux dans le futur. Ok. Et Donc on va sauver le monde avec ce livre-là et avec Ouais. le café. Mhm. Donc là on est bon. voilà. Ce podcast va sauver le monde. Mais je veux juste dire que même si c'est un podcast, un bouquin qui traite en fait du problème du mariage gay, Ouais. de la reconnaissance du mariage gay, en fait, pour plein de raisons qui sont très intelligemment et clairement expliquées. C'est un livre que j'offre à beaucoup de mes amis qui ne sont pas homosexuels, parce qu'en fait, c'est en termes d'union et de type d'union, etc. C'est un bouquin qui est super éclairant sur la manière dont la société reconnaît l'union uniquement sur la sexualité en général et sur la reproduction de l'humanité, et pas du tout sur des schémas complètement différents, comme ma grand-mère vivait avec sa sœur jusqu'à leur mort. Elles ont été séparées, elles en sont mortes de tristesse. Et ce bouquin parle de tout type d'union qu'on pourrait faire pour être reconnu, en fait, et avoir des droits, peu importe qui veut s'unir, et sortir de ce schéma extrêmement contraignant de la dualité, de la sexualité et de la reproduction, qui sont au jour d'aujourd'hui les schémas, le seul schéma reconnu par l'État, en fait. Voilà. Ou même des unions qui sont pas basées sur la sexualité. Mhm. C'est Tu vois, en fait, en France, avant le Pax, ils avaient le projet du CUC, qui était là-dessus. Donc, c'était toute personne qui veut s'unir de manière consentante peut s'unir. Peu importe combien, comment, pourquoi. Ouais, Et en fait, c'est génial parce que Ouais. c'est, Trop bien, pourquoi pas, en fait, si adultes consentants qui veulent s'unir sur base de la sexualité ou pas, en fait, Ouais. hein, c'est tout type d'union. Je trouve que c'est un projet, mais tellement révolutionnaire
sans que ça ait plus de conséquences que ça. Ouais. Mais non, au jour d'aujourd'hui, on doit être ensemble parce qu'on partage le même lit, qu'on a du sexe ensemble en fait, et que voilà, et c'est un peu triste. On n'en est pas là, je pense. Non. Non, on n'en est pas encore là. Damien, toi, as-tu des recommandations? Ah, j'ai des recommandations. Oui. Alors oui, c'est une série aussi. Ouais. Mais je viens de la trouver maintenant parce que j'ai essayé de chercher par rapport à tout ce qu'on a dit. Et donc, c'est une série que j'ai adorée, qui est sur Apple+, qui s'appelle Ted Lasso. Ah, putain. Ouais, j'adore, c'est super bien. Non, Tu connais pas? donc, Ouais. voilà. Bah, c'est un entraîneur de football américain qui est débarqué dans le championnat de football à l'européenne, mais en Angleterre, dans le championnat anglais. Et il n'y connaît rien au football européen, donc il débarque un peu, et surtout, on le sait assez vite, il est amené dans ce championnat et à la tête, donc comme entraîneur de cette équipe, parce que la directrice de l'équipe a envie de saboter, parce que l'équipe appartenait à son ex-mari et elle veut elle veut l'ennuyer en faisant péricliter cette équipe qui est toute sa vie, quoi. Et en fait, Ted Lasso, c'est un gars qui lâche rien, c'est un gars super positif, tout le temps de bonne humeur, et qui voilà. Et je fais juste un petit lien par rapport à, c'est pour ça que j'y pensais ici, c'est qu'il découvre le thé. Et parce que lui n'a jamais bu que du café, et il ne supporte pas le thé, il n'en avait jamais bu de sa vie, et il découvre le thé, et en fait pour lui c'est juste de l'eau chaude, c'est dégueulasse. À un moment il invite quelqu'un chez lui, et puis il lui dit j'ai pas de thé, mais si tu veux j'ai de l'eau des pâtes, des trucs comme ça. et donc voilà, mais donc Ted Lasso, ça vaut le coup. Il y a pas beaucoup d'épisodes, ça dure pas longtemps, c'est sur Apple+, et si on a un ordinateur Apple, je pense qu'on a Apple+ pendant 12 mois gratuits. Ouais, il y a un truc comme ça. Donc il y a moyen de voir Ted Lasso gratuitement cool. et légalement, et c'est assez feel good. C'était super. Super. Cool. Et on se réjouissait tous les vendredis avec mes enfants pour retrouver, parce que ça Donc, sortait. à regarder avec les kids. Donc Ça, tu peux regardable regarder. avec les kids. C'est regardable avec les kids, oui, mais après mes kids ils ont 10 et 13, donc voilà. Mais et donc quoi, ouais, et puis c'était sorti tous les vendredis, et donc on le suivait en direct, donc on devait attendre le vendredi pour le regarder. Donc voilà, Ted Lasso. Moi, je regarde Mars en ce moment Mars. sur Netflix. Ah, je connais pas. En fait, c'est sur les premières missions qui vont sur Mars. Ok. Mais c'est une sorte de dystopie. En fait, il y a des images d'archives de 2016 et des images de fiction de 2033. Ça passe de l'un à l'autre. Donc, t'as vraiment les trucs de SpaceX vrais et tout. Et puis, t'as ce qui se passe quand ils y arrivent, la première mission. Et donc, en fait, t'as vraiment l'impression de regarder un reportage. Ok. Ah, C'est cool. hyper passionnant parce que t'es à fond avec eux, quoi. Ok. Et là aussi, il y a 5-6 épisodes par saison. Il y a 2 saisons. D'accord. Ok, super. Ouais, je vais dire un peu science-fiction, mais très réaliste Ouais, quand ouais. même. C'est ça. Ok, on listera tout ça. Trop bien. Et voilà, là je pense qu'il va être temps de clôturer un petit peu, parce qu'on a une bonne heure 20, 1h30. Donc quoi? Oui, on a 1h20, ce qui est voilà. Et je pense que ça va être ça va demander d'avoir d'autres épisodes, parce qu'on a encore plein de questions, hein. D'autres épisodes ou d'autres podcasts, on sait pas, on verra. Mais Et- en tout cas, si les gens, parce que c'est vrai que du coup, je m'emballe et j'ai pas beaucoup parlé des coffee tours, etc. Mais si les gens veulent, les coffee tours, c'est l'équivalent finalement d'un cours d'introduction au café, mais qui est basé plutôt sur le consommateur. Donc je vais pas très loin dans les fermentations et ce côté-là en termes de documents, mais je vais quand même parler des différentes philosophies du café, de ce qu'on a abordé aujourd'hui, et surtout on va expérimenter. Et les tours d'ici la fin de l'année vont évoluer. Il va y avoir le tour des torréfactions dans le bas de la ville, le tour sur les expériences des manières de consommer le café dans le haut de la ville, et un troisième tour qui va être valeur et durabilité dans un bas de business, qui va commencer au palais de justice et qui va descendre dans les Marolles, et où là on va aller voir un magasin bio, on va aller voir Lucifer Leaves, on va expérimenter du poivre en filière courte par Sandrine de Missao, qui fait un travail incroyable sur le poivre, qui est en révolution grâce à elle, et encore d'autres choses. Donc il y a une gestation et Ok. des choses sont en mouvement pour l'instant. Bah voilà, t'as anticipé la question, c'était on retrouve où tes actualités Exactement. et ton Alors travail sur actuel. je suis pas actif sur Facebook. Par contre, sur Instagram, je suis plutôt hyper actif. Donc j'ai un profil qui est tiré vers le bas coffee tiré vers le bas tips. Ouais. Et sinon, j'ai mon site okcoffee.tips. Dans la page d'accueil, il y a une newsletter. Je conseille vraiment aux gens. J'en ai pas envoyé depuis plus d'1 an, je crois. Mais là, je vais en envoyer une ou deux pour les formations que je vais mettre là d'ici 1 mois et les coffee tours. Voilà. Donc la newsletter et Instagram, c'est vraiment les vecteurs de communication les plus efficaces.
façon. C'est ça. Bah, ce sera de toute façon dans la description du podcast. On mettra les liens directs. Comme ça, si les gens qui veulent te retrouvent facilement. Est-ce qu'on est prêt à clôturer, à se dire au revoir et à ne pas se faire de bisous pour cause de distanciation Après, sociale? non, mais il faudra bien. Ouais, c'est vrai. On n'est pas prêt à ne pas se faire de bisous, mais il faudra bien. On est bon? Ouais, c'était Eh super. ben, merci beaucoup. Mille fois merci. Bah, Thomas, merci, merci merci énormément. On se tient au courant pour la suite. On fera bien un autre épisode bientôt parce que je suis surexcité à cause du café. C'est ça. Ben, gros bisous. À bientôt. Merci, salut. À Salut. bientôt. Salut. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, que n'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous les liens de toutes les choses dont on a parlé, les livres, les références, dans la description du podcast. Et puis, bah voilà, si vous venez de découvrir Amour, Gloire et Chips avec cet épisode, bah vous en avez encore à rattraper, donc n'hésitez pas. Dans la description de ce podcast et aussi sur notre site internet amourchips.com, vous retrouverez le lien de notre Patreon. Donc si d'aventure ce qu'on fait ici ou ailleurs vous plaît et que vous voulez nous soutenir avec quelques dollars, n'hésitez pas. Donc bah voilà, on se retrouve dans un prochain épisode très bientôt et peut-être même plus vite que prévu puisqu'on a des choses un peu inédites qui arrivent. Voilà, donc on se tient au courant via toutes les plateformes du monde. Merci beaucoup et à très bientôt.